Monsieur le ministre, chers invités de la Caraïbe, monsieur le représentant de la collectivité territoriale de Martinique, cher Yann Monplaisir, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, j'adore cette expression, mesdames et messieurs, chers amis, il y a bien longtemps, je vous parle du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, un certain Platon avait constaté que l'amour rend aveugle. La citation exacte est la suivante: « Celui qui aime s'aveugle sur ce qu'il aime. » Je sens que vous êtes en train de vous demander, mais où est-ce qu'il va arriver? Je crois bien que ce que Platon disait de l'amour est aussi valable pour un sentiment qui est extrêmement proche, qui est l'amitié. L'amitié aussi rend aveugle, et c'est, je crois, l'amitié que me porte Sandra, pardon, Madame la présidente du cluster GATT Caraïbes, qui l'a conduite à me confier la difficile mission de rapporteur en pensant sincèrement que je pourrais m'en acquitter sans difficulté. Alors, c'est quand même un peu particulier parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais vous avez entendu pendant ces 3 jours 70 interventions. Et résumer cela en 10 minutes, vous conviendrez avec moi que c'est au-delà des forces d'un être humain. Je ne suis qu'un être humain, donc ce sera compliqué. Beaucoup d'entre vous qui sont présents savent qu'il est très difficile de résister à une demande de Sandra, donc bon, j'ai dit oui. Et c'est pour ça que je me trouve devant vous avec cette tâche impossible à résoudre. Alors je vais maintenant tenter de m'acquitter de cette tâche et dire d'abord quelques mots de la cérémonie d'ouverture. C'est donc Madame la présidente du cluster GATT Caraïbes qui, dans un mot d'introduction, a très clairement indiquer les objectifs du salon. Il y en avait 2. Mettre sur la table tous les problèmes et travailler à la mise en place d'amorces de solutions. Nous pouvons dire au terme de ces travaux que la feuille de route qui nous avait été fixée a été suivie et remplie. Pour vous rendre compte de nos échanges et au lieu d'adopter un ordre chronologique et d'essayer de faire une présentation exhaustive, je vais vous dire plutôt ce qui, moi, m'a frappé. Donc ce sera quelque chose d'un peu impressionniste. Et je vais commencer par ce qui est, à mes yeux, vraiment le plus important. S'il ne faut retenir qu'une chose, c'est celle-ci: l'importance et l'incroyable vitesse des changements qui sont en cours, auxquels nous sommes forcés de nous adapter. Le monde change, la Caraïbe change, je suis tenté de dire aussi Cuba change, puisque on va en parler souvent. Et de ce qui précède la conférence qui a été donnée par le docteur Pinnock relative aux tendances de la logistique mondiale, opportunités pour une Caraïbe intégrée, ceci nous a donné plusieurs exemples. Son intervention, particulièrement riche, a comblé les attentes suscitées par ce titre. Alors, après avoir évoqué les changements majeurs, j'allais dire à la surface du globe, et la vitesse à laquelle il s'effectue, je dois parler au présent, il a fait remarquer que la Caraïbe n'était pas du tout en reste. Avec l'extension du canal de Panama, on va en parler souvent, déjà trop petit, avant même que la 3e écluse ne soit ouverte. Avec la probable et maintenant prochaine construction du canal du Nicaragua, la transformation de plusieurs ports de la Caraïbe en hub portuaire, des ports qui étaient avant des ports de transbordement. Je veux parler de Miami, de Panama, évidemment, de la Jamaïque, de la République dominicaine et de Mariel à Cuba.
il a expliqué que nous étions, ça a été le point fort de la présentation, à mon sens, devant un véritable changement de paradigme. Celui-ci ouvrant des perspectives extrêmement favorables pour la Grande Caraïbe, évidemment, si nous savons les saisir. Et quand il dit la Grande Caraïbe, c'est une Caraïbe qui va au-delà même de la définition de l'Association des États de la Caraïbe, puisqu'il inclut dans cette Grande Caraïbe le nord du Brésil. Alors, dans ce tableau, il a également souligné, et ça, c'est ce qui nous importe ici, la place des Antilles françaises comme gateway, comme porte vers l'Union européenne. Donc l'avantage comparatif que nous avions dans cette Caraïbe. Il a exprimé enfin sa conviction, je résume à vraiment grands traits, il a exprimé sa conviction très forte que les pays de la Caraïbe étaient désormais capables, prêts, pour être aussi des acteurs des changements en cours. Alors, j'ai parlé de changement rapide aussi, quant aux conditions dans lesquelles les Antilles françaises et la Guyane peuvent maintenant travailler à leur insertion dans leur environnement caribéen et amazonien, puisqu'on a parlé de la Guyane. C'est ce que nous avons découvert avec la conférence de l'ambassadrice en charge de la coopération régionale, Madame Bertil. Elle nous a fait un point très précis. Je la cite, la problématique cruciale de la coopération régionale dans la zone. Alors, elle a ainsi passé en revue le mouvement d'adhésion de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique aux organisations internationales caribéennes et amazoniennes. Je pense que ça va s'accélérer en Guyane grâce à la présence de Jean-Yves Lacascade qui a travaillé en Martinique sur ces mêmes questions, désormais auprès du président Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane. Elle a également évoqué en deuxième point la diplomatie territoriale à travers la désignation d'agents de collectivité dans les ambassades françaises de la zone. Je ne sais pas si on s'en est bien rendu compte, mais c'est quand même vraiment une révolution. Moi qui suis un ancien diplomate français, je suis admiratif devant la révolution copernicienne opérée par le Quai d'Orsay, qui est en principe extrêmement jaloux de ses privilèges. Et puis, dernier élément, c'est tout l'ensemble des relations bilatérales, alors dans des domaines très variés. C'est le troisième élément qui est en train de bouleverser le paysage en ce qui concerne la coopération régionale des départements français d'Amérique, de ce qu'on appelait les départements français d'Amérique. Elle a insisté aussi sur la nécessité qu'on passe de l'insertion, j'allais dire institutionnelle, à une insertion maintenant économique. Et cela veut dire que les entreprises doivent désormais être les fantassins de ce combat. Et on va y revenir dans la suite. Et puis elle a souligné les perspectives très favorables qui seront ouvertes, puisque le processus n'est pas encore totalement terminé, mais on n'a jamais été si proche de l'aboutissement, du travail qui est fait par le Parlement sur la proposition de loi du député Serge Letchimy, et puis aussi sur un rapport qui est en cours du député réunionnais, M. Vieudy, sur la coopération régionale de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Voilà. Alors moi, comme je suis un peu un ancien combattant de cette affaire de coopération régionale, j'ai vraiment l'impression d'une accélération sur cette thématique, qui est déjà ancienne, puisque, si on essaie de prendre une base de départ, ce serait le discours de Michel Rocard en 1990 à la Chambre de commerce de Cayenne, en Guyane. Et ce sont des changements qui sont rapides et leur vitesse doit être mise en exergue. Voilà.
On observe la même chose en ce qui concerne les 2 conférences qui ont été consacrées à l'Afrique. Je veux parler de celle de Madame Patricia Francis et celle de mon ami, compagnon des études parisiennes à la Cité internationale Boulevard Jourdan, Samba Mboup, qui a été notamment ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud. Ils ont insisté tous les deux sur le dynamisme extraordinaire, le dynamisme démographique extraordinaire de ce continent, la révolution technologique en cours, le potentiel énorme pour le business et l'importance des investissements qui sont effectués. Tout ça est en train de transformer profondément le continent africain. Et pour eux, la conclusion évidemment, c'est que l'Afrique est une terre d'opportunités, y compris pour les Antilles françaises, en raison, je pense évidemment de la francophonie, de la présence très forte de la France en Afrique de l'Ouest, avec de grosses entreprises qui j'allais dire, contrôlent des infrastructures importantes, notamment les ports, les chemins de fer, etc. Voilà. Alors je veux les remercier d'avoir, comment dire, prononcé ces paroles positives sur l'Afrique, parce que c'est une petite incidente, mais quand même, en Martinique, on n'a pas souvent l'occasion d'entendre ce type de paroles, puisque nous, ce que nous connaissons de l'histoire de l'Afrique, c'est une toute petite partie, aussi bien historique que géographique. Je veux parler de la traite africaine. L'histoire de l'Afrique, c'est pas ça. Ce sont aussi les grands empires du Mali, Songhai, le royaume du Ghana, etc. Et ça, il y a un silence total sur cette grande histoire de l'Afrique noire, et je pense que ça fait partie de ce qu'il faudrait, comment dire, changer dans l'éducation en Martinique, puisqu'on va parler d'éducation plus tard. Alors, le changement est rapide également pour ce qui concerne notre grande voisine Cuba, l'île de Cuba. Tout le monde, pratiquement, oui, a insisté sur l'importance du changement, la vitesse du changement. Et moi, pour illustrer tout ça, je veux simplement prendre un exemple qui a été donné par M. Caffin, qui nous a expliqué que très vite, demain, va se mettre en place un véritable pont aérien, puisque entre La Havane et Cuba, il y aura bientôt 25 vols par jour, j'ai dit bien 25 vols par jour, qui vont permettre de réduire totalement ce qu'a été l'histoire de ces dernières années. Ça va disparaître très très rapidement. Voilà, changement important encore, on est toujours sur le thème du changement, pour ce qui concerne les 2 leviers du développement que sont pour la Martinique, l'aéroport Aimé Césaire, puisqu'on est en train quand même d'arriver à ouvrir le ciel, puisque plusieurs compagnies aériennes sont en train d'atterrir en Martinique, et ça va continuer. On sait déjà qu'il y a une dynamique. C'est la même chose pour le port, et en parlant du port, on va également parler d'un instrument qui est fondamental pour le sujet qui nous occupe. Ce sont la douane ou les douanes françaises. Vous savez qu'il y a un travail qui est fait en commun. Là, il faut souligner que là aussi c'est révolutionnaire, hein, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler ensemble avec la Guadeloupe et la Guyane. Le port est en train de le faire avec les 2 autres ports, donc c'est tout à fait révolutionnaire, et on ne s'est pas laissé enfermer dans les oppositions picrocollines. Voilà. Donc il y a une stratégie qui est en place, parce qu'il y a les mêmes enjeux stratégiques par rapport à Panama, enfin tout ce dont on a parlé. Et le problème, c'est de mettre en place une desserte de qualité avec l'Europe et la Caraïbe, évidemment, afin de soutenir l'activité économique de notre territoire. Et évidemment, la création d'emplois et de valeur ajoutée. Ils sont présents ensemble ici, je crois que vous avez pu voir ça. Je disais qu'il est difficile de parler du port sans parler des douanes françaises. Là, je pense que tout le monde a bien noté que nous avons les meilleures douanes du monde, qui sont
classé numéro 1 par les organismes internationaux. Donc c'est une chance dont on n'est pas souvent conscient. Et le travail qui est fait en commun entre les douanes, qui sont, je trouve, ultra rapides, hein, si ce qu'on nous a dit est vrai, il n'y a pas de raison d'en douter, et le port va aboutir à la mise en place d'une zone franche de 6 hectares. Jean-Rémy Villageois disait que c'est quand même pas Marielle, mais on a les 6 hectares, si j'ai bien compris. Et donc, les choses sont en train de se mettre en place, et là aussi, les choses vont s'améliorer. Voilà. Alors, oui, je voulais dire que tout ça montre l'accélération qui est en cours sur la coopération régionale. Je me rappelle que je pense en ce moment à Clovis Beauregard, qui a été un peu un pionnier. Dans les années 80-81, on avait monté, Clovis Beauregard avait eu l'idée de mettre en place une conférence qui s'appelait Contact Europe-Caraïbes. Je me rappelle que Yann Monplaisir était présent, c'était en février 81 à Pointe-à-Pitre. Et c'était, rendez-vous compte quand même de là où on part, hein, c'était la première conférence entre les Caraïbes, les CDACP, et les départements français d'Amérique à l'époque, les 3, la première rencontre depuis 1946. Donc entre 1946 et 1981, il n'y a eu aucun contact. C'est de là que nous sortons. Donc c'est pour ça que je vous parle d'accélération. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est la multiplication des acteurs, toujours dans ce même système de coopération régionale. Donc c'est d'abord la Chambre de commerce, hein, qui a été pionnière, et puis on a vu les institutions financières qui sont en train de régler les différents problèmes. Les entreprises ont maintenant des possibilités d'accompagnement. On vient de voir tout ce qui concernait les questions européennes. Là aussi, il y a des possibilités. Là aussi, quand on se fait accompagner, il y a vraiment des opportunités intéressantes à saisir. Et il faut sortir un peu de cette timidité que nous avons par rapport à ce type d'instrument. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre. Plusieurs ateliers donc ont apporté les amorces de solutions dont tu avais parlé dans ton exposé liminaire. Et les interventions relatives aux différentes zones franches aussi montrent que les choses sont en train d'évoluer. J'ai le sentiment pour ma part que si on utilise correctement l'actualité, le fait qu'il y a quand même une campagne électorale qui va s'ouvrir, si le lobbying qui doit être fait est efficace, là aussi les choses vont un peu bouger. Voilà. Et puis nous avons de nombreux exemples d'entreprises tout à fait innovantes qui s'inscrivent totalement dans les diverses dynamiques dont on a parlé. Moi je pense à Asia Step Industries, qui est une toute petite entreprise qui est en train de monter une plateforme logistique qui va s'attaquer à un marché de 11 pays et de 18 millions d'habitants. Je ne soupçonnais pas non plus le dynamisme, il faut le dire, de la pâtisserie Surena de la rue Victor Hugo, qui apparemment depuis des années est en train de conquérir un marché à l'extérieur, tranquillement, sans faire de bruit. Voilà. Enfin, dernier élément évoqué par de nombreux orateurs pendant ces 3 jours, l'importance des ressources humaines, donc l'importance de l'éducation, de la formation, une formation adaptée aux nouveaux défis. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, mais justement, comme on n'a pas encore trouvé la solution, l'importance de l'obstacle qui existe pour l'instant, c'est l'obstacle des langues. Et là, on n'a pas encore trouvé la solution. On est peut-être victime de, une tradition française qui n'est pas... C'est pas là que nous sommes le plus performants. Voilà. On a eu aussi une présentation très fine des différents métiers de la logistique. Et nombreux sont ceux qui ont évoqué la nécessité d'une formation qui monte en qualité et qui soit adaptée aux différents défis. C'est vraiment une des conditions qui va nous permettre de saisir toutes les opportunités. Jean-Paul, connaissant votre capacité de synthèse, je vous propose d'aller un mot de conclusion. Il y avait 70 intervenants, il Merci. est sans pitié. Donc...
Je termine. Alors, j'ai retenu que ces métiers de la logistique, qui étaient auparavant des métiers d'exécution, sont en train de devenir des métiers stratégiques, avec sans doute les salaires et les positions correspondantes. Voilà, en guise de conclusion, puisque mon ami Pedro Monerville m'y invite gentiment et que je ne veux pas le mettre en difficulté, je suis souvent à sa place, donc je connais la difficulté de la tâche, je veux vous faire une proposition que j'espère que vous approuverez. Je pense résumer le sentiment général de tous ceux qui ont participé à ces 3 jours en disant que, après bien d'autres, que ce premier salon caribéen du transport et de la logistique est un éclatant succès. Que celui qui n'est pas d'accord lève le doigt. La conclusion logique, ma chère présidente, tu la devines en même temps que tous ceux et toutes celles et tous ceux qui sont en train de m'écouter. Cette conclusion logique, c'est que tu ne peux pas t'en tirer comme cela. Ce succès t'oblige à préparer avec ta valeureuse équipe, ta toute petite équipe, néanmoins très valeureuse, une seconde édition de ce salon à une date qui te conviendra. Tu vois que je ne te mets pas la pression. Ça peut être dans 10 ans, mais je pense que ce serait mieux si c'était dans 2 ans. Je ne sais pas, le docteur Pinnock a l'air d'accord avec moi. Voilà, je vous propose de valider cette proposition par vos applaudissements.